Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Bienvenue à l'autre journal. Nous sommes avec Ferdinand Haïté. Il est le directeur de publication du journal Alternative. Jidor Kounou, lui, il est rédacteur en chef. C'est avec eux que nous allons évoquer le contentieux qui oppose Move Togo et OTR Office togolais des recettes. L'Alternative y a consacré un grand dossier politique. Nous parlerons de l'élection des maires avec l'opposition qui doit se contenter des miettes. Mais ce qui défraie la chronique, c'est cette nuit de long couteau entre l'ANC et la C14 qui a connu son épilogue. Nous y reviendrons et nous parlerons bien évidemment des contours de ce sujet. Ferdinand, bonjour. Bonjour Claver, bonjour à tous les internautes et tous ceux qui nous suivent. Gidor, merci d'être là. Merci. Mais on va aborder cette histoire de contentieux entre l'OTR et Move Togo. C'est vrai que l'Alternative a consacré une enquête explosive. Et au lendemain de cette enquête de la parution, l'OTR a fait une mise au point, mais nous y reviendrons. Mais on veut connaître, les internautes veulent connaître le contenu, l'enjeu de ce contentieux. Ferdinand, quel est l'enjeu finalement de ce dossier qui continue de défrayer la chronique? Merci Claver. Je dirais rapidement que nous avons été saisis par un informateur de ce qu'il y a des soucis, il y a eu des soucis entre l'État togolais et la société Move. C'est vrai qu'à l'époque on avait suivi ça de très près et que l'affaire était au tribunal et ce qu'on appelle généralement les lanceurs d'alerte, c'est les indicateurs, les informateurs, les aviseurs ont aidé l'État togolais à pouvoir remporter le procès contre Move, en tout cas la première partie du procès contre Move. Donc c'est un procès à deux volets. Oui, à deux volets. Et ça concerne en fait une question de fraude fiscale. Vous savez, lorsqu'on a monté le dossier de Move au départ, on avait inscrit en zone franche, alors que Move ne devait pas être en zone franche. Et lorsque la société a été valorisée, les services des impôts ont constaté qu'il y avait des anomalies et ont voulu sanctionner Move. Il s'était même agi de fermer carrément la société. Ça a créé des problèmes entre le roi du Maroc et le Togo, le roi des péchés des émissaires ici. Mais Move a saisi les tribunaux parce que Move disait qu'il n'a pas fait de fraude. Alors lorsqu'ils sont allés au tribunal en première instance, l'avocat de l'État, c'est-à-dire de l'OTR, c'est Maître Alexis Akiriburu, les gens de Move ont fait venir, je crois, un avocat français. Et l'État togolais a été débouté. Et OTR a fait appel, mais toujours en instance de chercher les preuves pour coincer Move. C'est en ce moment que ces lanceurs d'alerte sont rentrés en jeu parce qu'il y avait des gens qui avaient travaillé à Move et qui n'y sont plus, qui avaient un certain nombre de documents et qui ont voulu bien les apporter à la société, à l'OTR pour pouvoir retourner au tribunal, moyennant leur commission. Donc c'est sur cette base-là qu'ils sont partis. Et lorsque l'affaire a été bouclée, lorsque les preuves ont été exhibées, parce que les lanceurs d'alerte, parmi les lanceurs d'alerte, il y a quelqu'un qui a eu à travailler dans la société, qui sait comment est-ce qu'ils ont monté la fraude. Dans la société Move. Oui, mais il n'y est plus aujourd'hui. Ils ont monté la fraude avec le notaire et l'ancien directeur de Move. Et cette personne-là, non seulement elle a apporté des éléments de preuve, elle est venue ici former au niveau de l'ETR ceux qui s'occupent de ce département, c'est-à-dire que ceux qui devaient être au parfum de ces informations-là. Il les a formés pendant 9 mois. C'est-à-dire qu'il quittait le pays dans lequel il est, il venait les former, il repartait pendant 9 mois. Parce que le lanceur d'alerte ne doit pas être visible. On ne doit pas les connaître. Et donc, c'est lorsqu'ils ont fini de former les Togolais, sous la supervision du commissaire des impôts à Douy, que l'OTR est retourné au procès. Et quand ils sont retournés au procès et que Move a vu les pièces qui ont été versées au dossier, Move a demandé un règlement à l'amiable. C'est là où on a imposé Move une amende de 6 milliards 451 millions, bref, disons 6 milliards 500 millions presque. Ça, c'est pour le premier volet. Le deuxième volet de ce dossier est toujours actuellement au tribunal, porte sur une somme de 104 milliards. Alors, lorsqu'on a versé les sous, alors les lanceurs d'alerte ont voulu prendre leur commission.
Et c'est là où la brouille est arrivée entre eux et les responsables de l'OTR, principalement le commissaire Adoui. Et donc, nous, lorsqu'on a été saisis par cette affaire-là, nous avons rassemblé les éléments. Les gens nous ont fourni tous les documents, la documentation et tout. Et nous sommes allés à la rencontre de tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire. D'abord, nous avons écrit au procureur parce que l'un des lanceurs d'alerte, lorsque la brouille s'est installée entre lui et Adoui, la brouille a commencé par déboucher sur des menaces de mort. Il a saisi le procureur par une plainte. Et donc nous avons écrit au procureur, nous avons écrit au commissaire Adoui, nous avons écrit à l'avocat de l'OTR, Maître Alexis Akereburou, nous avons écrit à la société Move, et enfin nous avons écrit au notaire, celui qui était associé pour monter le dossier. Et donc, vous voulez parler de Maître Wilson Baoun Tete. Donc nous avons écrit à tous ces gens-là, on a les documents de décharge. Donc Adoui a appelé pour fixer un rendez-vous et je pense que vous êtes allé le voir. Moi je suis prêt à aller, vous êtes allé le voir. Vous l'avez écouté pendant au moins une quarantaine de minutes, vous lui avez posé toutes les questions. Maître Wilson Baoun aussi a été écouté. Le ministre Adedje, voilà, Adedje aussi était, on a écrit aussi à Adedje, qui à l'époque était le commissaire général. Lui, il a fixé un rendez-vous, mais il n'était pas là. Il a fait recevoir la délégation par son directeur de cabinet. Donc, je rappelle que Adedje est aujourd'hui ministre du Commerce. Voilà. Et donc, de toutes ces personnes que nous avons saisies, le procureur a appelé aussi, et il avait fixé un rendez-vous, et puis après il a décommandé, et puis ça n'a pas eu lieu. Et donc, les deux personnes qui n'ont pas fait de signe de vie, c'est la société Move elle-même et l'avocat de l'OTMS, Alexis Akereburou. Alors, après toutes ces investigations, on a bouclé le dossier et nous avons balancé l'article. On a publié l'article il y a une semaine, le mardi dernier, et ça a fait l'effet d'une bombe à fragmentation, ça a créé des problèmes. L'onde de choc est revenue. Et voilà comment est-ce que l'enquête a été conduite, pas par moi seul, mais moi j'ai essayé juste de coordonner tout ça, mais c'est vous et toute la rédaction qui avez conduit cette enquête. On parle d'une affaire de commission de 500 millions, mais entre un indicateur et l'OTR, mais quel est l'enjeu, quel est l'intérêt de ce sujet? Qu'est-ce que les citoyens togolais doivent tirer comme leçon de cette enquête-là? Moi, je crois que l'enjeu de cette enquête, c'est d'informer l'opinion, les Togolais, de ce qui se passe en fait dans ces sociétés d'État que nous connaissons. On ne peut pas demander aux citoyens de signaler ou bien d'aider ces sociétés-là, la société qui est l'OTR, dans le recouvrement des impôts, fiscalité et autres là, demander aux gens de les aider si des gens savent, connaissent des sociétés ou bien des entreprises privées qui font des détournements ou bien qui font fi des impôts, qui ne paient pas des impôts et autres là, de les signaler. Est-ce que les gens se donnent ce devoir d'aider l'OTR à pouvoir détecter ces entreprises ou bien ces sociétés fautives-là? Je pense que la parole donnée est très, très, très précieuse. C'est une entente entre l'OTR et les indicateurs, les lanceurs d'alerte. Lorsque ces personnes ont réussi à donner des preuves matérielles à cette société qui est l'OTR, et lorsque l'OTR ou bien l'État a gagné ce procès, il revient maintenant à l'OTR de respecter la parole donnée. Parce que vous avez dit aux gens, apportez des preuves, les gens ont exigé quelque chose, une commission. Mais vous avez promis qu'à la fin du procès, si l'État gagne, vous allez donner cette commission à ces gens-là. Et vous avez gagné le procès. Et la société, faut-il vous a payé. Maintenant, il vous revient de payer ou bien de verser la commission des indicateurs aux concernés. Mais aujourd'hui, on voit que c'est cette commission-là qui pose problème aujourd'hui.
qui fait que ce dossier est arrivé à notre rédaction. Ferdinand l'a dit tout à l'heure, lorsque ce procès s'est déclenché, on a un peu suivi le procès. Maintenant, aujourd'hui, le dossier nous est revenu parce que l'OTR, bien les responsables de l'OTR refusent de payer les éducateurs, où certains auraient reçu, ou bien ont reçu cet argent, mais ils ont fait même bas sur l'argent. Est-ce que c'est un refus? Est-ce qu'on doit soupçonner un cas de corruption? Parce que on dirait que quand on lit l'enquête, véritablement, on comprend que l'argent serait débloqué et qu'il y a une main basse. Oui. En fait, lorsque vous êtes allé rencontrer M. Adoui, puisque moi je n'y étais pas, il vous a clairement dit que l'affaire est toujours au tribunal, que ce n'est pas réglé. C'est toujours pas voilà. Ouais. Alors que l'affaire, la première partie est réglée et que Mouv a payé l'amende. Il n'a pas été parce que c'est dans le traitement de la première partie du dossier que les indicateurs ont révélé avoir une deuxième partie. Vous voyez. Et donc, il refuse de le reconnaître, alors que ça a été réglé. La preuve du règlement de cette première partie, c'est le fait qu'on ait payé les honoraires de l'avocat. L'avocat a reçu 1,2 milliard sur les 6,5 milliards. Vous parlez de Alexis qui n'a pas répondu à notre courrier. Et donc l'avocat a eu ses honoraires. Mais si le dossier n'a pas été clos, du moins cette partie-là, où est-ce que l'OTR a trouvé l'argent pour payer l'avocat? Est-ce que c'est de l'argent? 1 milliard, c'est quand même énorme. 1,2 milliard, c'est quand même énorme. Alors que l'avocat, en réalité, n'a pas fait grand-chose. Si ces indicateurs n'avaient pas apporté les éléments de preuve, Mouv ne se dirait jamais et l'avocat allait toujours mordre la poussière. Et donc, s'il y a des gens qu'il faut payer premièrement dans ce dossier-là, c'est d'abord les indicateurs, en plus l'avocat. Mais ils ont payé l'avocat et ils refusent de payer aux indicateurs en disant non, l'argent des indicateurs n'a pas été encore débloqué parce que le processus n'est pas encore à son terme. Ce qui est faux, ce qui est une contre-vérité. Vous voyez, lorsque on a rencontré le commissaire Adoui, il a dit qu'il ne connaît pas l'indicateur, qu'il ne l'a jamais vu dans sa vie, il ne l'a jamais rencontré. Et pourtant, ils étaient tout le temps ensemble. Vous voyez. Et donc, le problème, c'est la disparition des 500 millions. Parce que cet argent est bien parti quelque part et il faut parce que l'indicateur dit, le commissaire ADG lui a avoué que l'ordre a été donné de débloquer l'argent. Donc, ça veut dire que l'argent a disparu à un niveau donné. Qui a empoché les 500 millions? Comment se fait-il que cet argent a disparu comme ça? C'est sur ça que nous avons travaillé au fait. Et donc, moi je pense que cette histoire de 500 millions n'est en réalité que la partie visible de l'iceberg. Au fond, il y a des gens qui sont dans les régies financières, qui font des deals avec les grandes entreprises, des sociétés, sous le dos de l'État, qui empochent des milliards, qui mettent ça sur leur compte privé, ou qui entassent ça dans des cachettes, alors que cet argent aurait pu atterrir au trésor. C'est de l'argent mobilisé pour les projets de développement dans le pays, vous voyez. Et donc, quand vous prenez la régie financière aujourd'hui, c'est une machine à produire des milliardaires. C'est des gens qui sont corrompus dans ces régies financières. Vous allez voir les réalisations en ville, les maisons, les immeubles. On dit que c'est pour tel inspecteur de douane, c'est pour tel inspecteur des impôts, c'est pour tel commissaire général. Et ces gens-là, la question de savoir combien ils gagnent pour avoir autant de biens dans le pays et ils en ont dans les pays voisins, ils achètent des maisons de 500 000 $, d'1 million de dollars au Ghana, ils investissent. Et donc, je pense que cette affaire de 500 millions n'est qu'en réalité la partie visible de l'iceberg. Alors, sur la question des lanceurs d'alerte, ça existe dans tous les pays, même aux États-Unis. Donc, et ces gens-là, lorsqu'ils travaillent, il faut les rémunérer. Et c'est des gens qui sont à protéger, parce qu'on ne doit pas savoir qui ils sont. Vous voyez. Mais lorsque vous êtes incapable de leur remettre ce qui doit leur revenir, alors qu'eux, ils ont fait preuve de patriotisme en vous aidant, vous mettez leur vie en danger, parce que eux, ils étaient déjà engagés, ils sortaient des dossiers, c'est très dangereux pour eux. Donc, il faut véritablement que dans ce pays, on essaie de mettre fin définitivement à l'impunité. C'est vrai qu'on ne peut pas l'éradiquer totalement, mais il faut commencer par mettre les gens devant leurs responsabilités. Et c'est ce que nous disons dans cet article. Il y a d'autres aspects de ce dossier qu'on n'a pas encore sorti. C'est pour ça que lorsqu'on lit la réaction
du commissaire de l'OTR, une fameuse mise au point. On va en parler. Ça fait beaucoup sourire. On va en parler tout à l'heure, mais cette situation, ce cas lève le voile sur les cas de malversation en cours dans les régies financières. Est-ce que Aplusia ou bien l'inspection des finances peut se saisir de ce dossier pour mener une enquête et pour voir là où se trouve cet argent, parce que quand même c'est une somme colossale qui peut servir à quelque chose, parce qu'il n'y a pas de scanner. On peut se servir de cet argent-là pour doter le CH du scanner. Claver, oui, parce que l'un des objectifs de la presse, des médias, je crois que c'est ça, des investigations. Ce dossier, comment appelle-t-on, le Aplusia peut se saisir de ce dossier et interpeller des gens et vouloir voir ce qui s'est passé réellement dans ce dossier, où sont partis les 500 millions que les gens cherchent aujourd'hui. Est-ce que vraiment, quand la somme a été débloquée, qui est-ce qui était en possession de l'argent? Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent, de cette somme jusqu'aujourd'hui? Je pense que c'est son rôle, même si personne ne lui dit cela. Cette institution-là peut saisir de l'affaire et fouiller davantage, au lieu d'annoncer des affaires, je sais pas, avec trucs de Cannes et autres là qu'on ne fait jamais. Je pense que c'est le lieu d'inciter ces institutions de la République à pouvoir être plus regardantes dans ces genres de dossiers et autres là. Nous avons déjà mis le dossier sur la place publique. À eux maintenant de se saisir de ces dossiers, de faire ce qu'il en est. Pour le moment, la société civile aussi est muette. Le dossier ne semble pas emballer ou bien interpeller certains contrepoids de la société togolaise. Tout le monde se tait. Et finalement, Ferdinand, au lendemain de cette parution, l'OTR, évidemment, qui accuse le journal, il dit que le journal parle émet une accusation grave, et que l'auteur n'a pas caché son intention de jeter du discrédit sur l'institution et sur des personnalités et les diffamer. Voilà l'auteur qui parle de la gravité d'accusation. Non, je pense que... Est-ce que c'est une digression? Le commissaire général qui a signé ce communiqué, il fait n'importe quoi, il raconte n'importe quoi. Les journalistes ou les journalistes qui étaient sur l'enquête ont fait leur travail de façon professionnelle. Vous êtes allé voir M. Adoui? Oui. Ou bien, vous lui avez posé des questions. Vous ne l'avez pas, personne ne l'a empêché de parler. Vous lui avez posé toutes les questions liées au dossier. Et ça, c'est ce qu'on demande aux journalistes, d'aller à la source, de poser des questions aux auteurs. Mais il a passé tout son temps à vous tourner en rond, à mentir. Alors, où est le discrédit entre le journaliste qui est allé à la vérification des informations au sein de l'OTR et l'OTR même qui balance une mise au point sans démentir les faits, qui jette le discrédit, qui diffame? Alors, s'il y a diffamation, je pense qu'il y a des dispositions judiciaires contre ce qu'on appelle la diffamation. Pourquoi l'OTR ne nous a pas envoyé d'abord une droit de réponse s'ils estiment qu'ils ont été discrédités, diffamés? Pourquoi ils ne vont pas saisir la justice s'ils estiment que ce qui a été dit n'est pas vrai? La hack. Et pourquoi ils balancent une mise au point, comme ça sur les réseaux sociaux, en disant oui, les faits sont excessivement graves? Non, ils ont tenté d'inverser les rôles. Ils ont tenté ils sont allés au secours de leurs camarades à Adoui, parce qu'ils sont tous dedans. Même le commissaire qui a signé cette histoire-là, il y a des dossiers qui le concernent, notamment avec les lanceurs d'alerte. Et donc, ils vont au secours d'Adoui parce que l'onde de choc du dossier même a été tellement fort que dans l'opinion, les gens étaient révoltés. Donc, il fallait sortir un communiqué pour essayer de calmer l'opinion en disant oui, ce n'est pas une affaire qui est encore bouclée. Et donc, cette mise au point est remplie de mensonges. Ils disent dans la mise au point que oui, les lanceurs d'alerte, évidemment, comme on le fait partout, doivent être renumérés et tout, mais que le dossier n'est pas encore clos. Mais le dossier n'est pas clos et vous avez payé l'avocat. Ils disent même qu'ils n'ont pas pris l'argent. Alors que ce matin, il y a un journal qui est proche, il y a une publication
qui a volé au secours de l'OTR. Je parle évidemment du messager, qui a dit clairement que l'OTR a empoché l'argent. Et ils ont donné même le chiffre, le vrai chiffre. Nous, on a dit 6 milliards 500 millions, mais le journal a donné le vrai chiffre en disant c'est 6 milliards 451 millions 244 144 francs. Et donc, vous voyez que c'est un tissu de mensonges. En réalité, ils ont tenté de calmer le jeu, mais cette mise au point a relancé la polémique. Parce qu'au fond, nous, au niveau de l'alternative, nous ne sommes pas des plaisantins. Nous ne sommes pas nous n'avons pas pour objectif de faire des enquêtes pour nuire ou pour discréditer des institutions. Je rappelle que dans ce pays, pour nos internautes, il y a 4 ans, nous avons fait les Panama Papers, le volet OACN. Lorsque nous avons sorti ce dossier-là, qui était aussi retentissant comme celui-ci, l'OTR nous a approchés pour voir si elle pouvait avoir des informations auprès de nous. Cet aspect est important. Auprès de nous, pour comprendre comment est-ce que OACN fait de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale. À l'époque, ils n'ont pas dit que j'étais de discrédit sur l'institution. Ils nous avaient approchés et nous n'avons rien demandé en contrepartie. Et donc, nous ne faisons que notre travail de journaliste et nous tenons à bien le faire. Et c'est ce qui a été fait dans ce dossier-là. Tous les acteurs ont été entendus par le journaliste. On ne peut pas demander mieux au journaliste. Et il revient au journaliste de démêler le vrai du faux et de tirer ses conclusions. Je donne un exemple. Quand vous êtes allé chez Adoui, il dit qu'il n'a jamais vu M. Padenou, qui est l'informateur. Et pourtant, on a tous les documents qui prouvent qu'ils étaient ensemble. Pendant plusieurs mois, ils étaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Il dit qu'il ne l'a jamais vu. Il a dit clairement qu'il ne l'a jamais vu. En plus, il dit, lorsqu'on lui a écrit pour demander rendez-vous, et qu'on a écrit à Maître Wilson pour demander rendez-vous, Maître Wilson l'a appelé, alors que lui il était à l'extérieur, pour dire oui, l'affaire la revient encore, est-ce que tu vois ce que l'autre veut nous faire? Il a mis l'affaire dans le journal, tout ça. Mais lorsque vous avez quitté Adoui, ça c'est Adoui qui vous a dit ça, lorsque vous avez quitté Adoui et que vous êtes allé chez Wilson, il dit que lui ne connaît pas le dossier, il n'a jamais vu le dossier. Il n'a jamais parlé de ce dossier avec le commissaire Adoui. Ne sachant pas que Adoui vous a dit ça, il a déjà dit. Et Adoui savait qu'on allait chez lui directement. Donc vous voyez, le journaliste fait son travail. Et ils tirent les conclusions après avoir écouté les gens. Et c'est ce qui a été fait. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de la diversion. Ils pensent que, en sortant cette mise au point, ils vont empêcher la publication d'autres aspects du dossier. Parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent oui, qu'il faut protéger les lanceurs d'alerte. Mais qui doit protéger les lanceurs d'alerte? C'est eux, en respectant leur engagement vis-à-vis des lanceurs d'alerte. S'ils avaient payé les 500 millions à ces gars qui ont passé toute une année, non seulement en leur fournissant les preuves, mais en les formant, les gars ne viendraient pas dans la presse. L'affaire ne serait pas éclatée aujourd'hui. Ça, c'est un. De deux, pour protéger les lanceurs d'alerte, c'est eux qui doivent savoir comment ils doivent se comporter. Nous, on a fait de façon professionnelle et vraiment professionnelle notre travail. C'est eux qui ont pris des libertés avec la vérité, mais c'est à eux de s'assumer. C'est à eux de s'assumer. On comprend qu'un dossier comme ça secoue l'OTR, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres magouilles qui ne sont pas encore sortis. Mais nous, on fait notre travail et au gouvernement et à l'opinion d'apprécier. Voilà. On dirait qu'il y a panique oui, panique à bord. C'est pourquoi tout cela sort. Parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, il y a certains des avocats du diable qui publient des choses sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Moi, je me rappelle lorsqu'on était allé voir le commissaire Adoui, qui a d'abord salué l'initiative, que ça aurait été un autre journal qui serait enfermé dans son bureau et nous écrit de nous appeler ou bien nous écrit quelques textes et puis nous renvoyer. Voilà les questions que vous avez posées, voilà mes réponses et puis nous envoyer par mail et puis c'est tout. C'est parce que il a vu que nous venons du journal L'Alternative qu'il a décidé lui-même de nous recevoir. Que la démarche que nous avons suivie, c'est une très bonne démarche, qu'il est ouvert à nous parler. Et que c'est lorsqu'on a commencé les discussions qu'on a vu par nos analyses que vraiment ce monsieur, il veut nous tourner en rond. Parce qu'à un moment donné, on nous prenait pour des enfants.
qu'on peut servir du n'importe quoi et puis les baratiner et puis ils vont partir, écrire quelque chose. Voilà, je rappelle, ça je vais le dire, on a dit ça dans le dossier. Et après nos discussions, quand on allait partir, et le commissaire a dit de nous interpeller, mes chers frères, nous sommes tous des Togolais, enlevez votre habit de journaliste. Bon, est-ce que c'est bien de publier ce dossier? Voilà, on nous demande, quand quelqu'un vous pose cette question... Ça c'est une tentative. Oui. Je sais pas. Oui, ça dit que... Non, ils savent très bien. Lui, il sait très bien ce qu'il y a au fond du dossier, même si c'est qu'il a menti. Mais en partant, cette façon de vous interpeller, c'est de dire, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre porte de sortie que la publication du dossier? Mais nous, à l'alternative, on ne fait pas de la plaisanterie. Nous travaillons, nous sommes sur des grands dossiers d'investigation, ça peut prendre parfois des mois, une année, et on finit toujours par avoir nos éléments. Si nous n'avons pas la certitude des éléments, on ne publie jamais de dossier à l'alternative. On n'est pas là pour jeter le discrédit sur les gens. Il y a des dossiers que nous avons depuis 1 an, on continue les investigations, et le jour où on aura tous les éléments, on va publier ça. Et donc, je pense qu'il faut arrêter... ils ont voulu créer une polémique au fait. Ils ont voulu nous faire passer dans l'opinion pour des affabulateurs, histoire de blanchir les responsables de l'OTL qui sont impliqués dans ce dossier-là. Sauf qu'il y a tellement d'éléments qui les accablent que cette mise au point a paru bien évidemment ridicule parce qu'elle ne dément pas les faits. Ils n'ont pas démenti les faits, ils n'ont pas dit nous n'avons pas payé 1 milliard de francs à l'avocat, ils n'ont pas dit nous n'avons pas fait ci, nous n'avons pas fait ça, mais ils disent non, que le dossier n'est pas encore bouclé, que le journaliste ou l'auteur de l'article a voulu jeter le discrédit sur l'OTR. Je rappelle que en créant l'OTR, on nous a dit à l'époque il y avait tellement de corruption à la douane, aux impôts, il y avait des gens qui ramassaient tellement de l'argent que la création de l'OTR va essayer de juguler la corruption, tout ça. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens à l'OTR s'enrichissent vachement et ont des milliards et personne ne leur dit rien. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant que nous prenons l'avion pour aller chercher des miettes au Japon, ou je ne sais pas en Chine, ou je ne sais pas au Sri Lanka, qu'on veut construire tel projet, il y a des ressources ici que l'État peut mobiliser, ne serait-ce qu'en luttant contre la corruption, la grande corruption, et avoir des moyens pour les projets de développement. Et donc nous sommes vraiment fiers de faire ce travail-là, surtout que les structures chargées de lutter contre l'impunité dans ce pays ne font absolument rien. Vous avez cité l'inspection générale des finances, vous avez cité la Cour des comptes, vous avez cité Apucia. Il y a d'autres structures qui ne font absolument rien dans ce pays pour lutter contre la corruption. Il y a même le président de la République qui ne dit rien. Et donc nous, notre boulot, notre responsabilité, notre mission, c'est de faire des dossiers comme ça et d'interpeller les dirigeants et l'opinion. Et nous sommes quand même surpris que depuis que ce dossier est sorti, ni la classe politique, ni la société civile, ceux qui disent qu'ils sont là pour le contrôle de l'action citoyenne, l'action publique et tout ça, personne n'a rien dit. Alors que c'est des scandales comme ça que nous alignons dans ce pays. On a connu la route Lomé-Vogan, on a connu les contournements d'Alédio, on a connu plein de dossiers de milliards qui ont pris d'autres chemins et que personne ne dit absolument rien. Ça veut dire que l'ensemble de notre société est véritablement malade. Oui, Ferdinand, merci. On va parler politique, Isidore, mais ça, c'est dans la deuxième partie où on va aborder cette question politique cruciale qui défait la chronique, l'élection des maires, avec le spectacle offert par la classe politique de l'opposition. À qui ça arrange, le pouvoir ou bien l'opposition? On donnera quelques réponses, quelques apports de réponses dans la deuxième partie de cette émission. Chers internautes, on se retrouve dans quelques secondes.